Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier update lecture pour mes lectures de cet été. Et on ne va pas traîner, c'est parti! J'espère que la luminosité suffira, mais rien ne m'empêchera d'être heureuse de ce temps automnal à souhait. On a de la pluie, des nuages, du frais, vraiment, je revis et je me suis dit je vais en profiter pour tourner parce que ouais, je suis vraiment trop contente. Et je m'excuse pour ceux qui n'aiment vraiment pas l'automne et qui sont déjà en manque de soleil, mais chacun son tour les amis. Je vais commencer par un livre que je n'ai plus en physique parce que sinon je vais complètement oublier de vous en parler. Et il s'agit de Cendrillon est morte de Kalynn Bayron, publié chez De Saxus. C'est un livre que j'avais absolument, mais absolument hâte de lire. J'étais hyper hypée, je l'avais vu en VO et je me disais oui, une réécriture un petit peu moderne de Cendrillon, ça sera forcément top. Et quelle ne fut pas ma déception. Dans ce livre, on est dans un pays dirigé par un roi et ce roi perpétue la tradition du bal de Cendrillon. Et donc chaque année, les jeunes filles qui ont atteint l'âge de 16 ans doivent se présenter à un bal. Et durant ce bal, elles vont rencontrer un homme qui deviendra leur mari. Elles sont choisies par les hommes. Et dans ce pays affreux, dans cette monarchie, les femmes n'ont absolument aucun droit. Elles ne peuvent pas dire non à leur mari, elles ne peuvent pas dire non à la société qui est très 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 patriarcale. Et on va suivre une jeune fille, j'ai complètement perdu son prénom, qui, elle, ne veut pas se marier avec un homme parce qu'elle est amoureuse d'une fille. Et c'est la base de l'histoire. Cette jeune fille ne veut pas écouter les règles, ce qui se comprend tout à fait, mais elle va complètement renverser le système comme ça. C'est le truc qui m'a perturbée dans ce bouquin, c'est que c'est très court, je crois qu'il fait moins de 300, mais il doit faire 300 pages à peu près, et la jeune fille ne rencontre pas particulièrement de difficultés dans sa quête de libération en fait. Et j'ai trouvé ça précipité et très peu crédible. Et en plus, donc elle est amoureuse de cette jeune fille, mais elle va rencontrer une autre jeune fille et il y a un côté insta-love, coup de foudre qui me dérange énormément. Même si l'idée était vraiment très très bonne, l'histoire est un peu étrange. Elle manque de crédibilité, de développement, de difficulté. On n'a pas vraiment peur pour nos personnages parce que ils s'en sortent. Et pourtant, à côté, on a des très très bons points. On a les histoires de Marraine la Bonne Fée que j'ai trouvé géniales. On a quand même une société qui est assez intéressante. Mais j'ai vraiment mis énormément de temps à lire ce livre parce que je n'étais absolument pas emportée. J'ai trouvé le personnage principal assez insupportable. Et ouais, c'était une très très grosse déception. Donc je ne l'ai pas gardé. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un livre qui me hypait tellement. J'ai quand même dans l'idée de lire un jour d'autres livres de cette autrice parce que je trouve qu'elle a quand même de bonnes idées et que peut-être ce format one shot un peu court n'était pas le plus adapté à ses idées. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est pas un livre que je peux recommander personnellement parce que je l'ai vraiment pas aimé. J'ai commencé avec du négatif, mais on va parler de quelque chose d'un petit peu plus positif. J'ai lu 4 filles et un jean de Anne Brachares, publié ici chez Paul Fiction, donc c'est la collection poche de chez Gallimard. Je l'ai écouté en audio parce qu'il est disponible sur Nextory et j'avais envie d'une lecture audio un peu estivale. 4 filles et un jean, on va suivre 4 jeunes filles qui sont meilleures amies et elles vont tomber un jour sur un jean magique qui va à toutes les 4. Sachant qu'elles ne sont pas du tout pareilles, elles n'ont pas la même morphologie, elles ne font pas la même taille. Bref, c'est le jean magique et elles vont décider de se l'envoyer parce qu'elles partent en vacances toutes les 4 dans des endroits différents et c'est la première fois qu'elles vont être séparées pour l'été, donc elles vont s'envoyer le jean et s'écrire pour garder le lien. C'est une histoire que j'aime beaucoup, j'avais vu le film il y a... Waouh, ça date peut-être une dizaine d'années et que j'avais trouvé très très beau, très émouvant et avec une ambiance estivale mais géniale. On a une partie en Californie, on a une partie en Grèce. Enfin, on voyage pas mal dans ce livre et l'alternance des points de vue est super intéressante parce que du coup on découvre beaucoup de choses.
ces 4 jeunes filles qui sont très liées et leur amitié me touche énormément. On a l'apparition d'un personnage qui est malade, qui est atteint d'une leucémie, je crois. Et j'en dis pas plus, mais c'est une relation avec... comment elle s'appelle? Je sais plus du tout, je crois que c'est Tibi. Mais bref, lisez ce livre. Vraiment, c'est très très doux, c'est beau, c'est émouvant et triste parfois. C'est vraiment des questionnements adolescents qui sont toujours d'actualité, même si ce livre commence à dater. Et je pense que je vais lire la suite. Je vais me procurer la suite. Et potentiellement l'écouter en audio parce que c'est une lecture qui... Enfin, une écoute qui se fait vraiment très très bien. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Je recommande grandement. J'avais hâte de tourner, mais je perds mes mots, j'ai du mal à organiser mes pensées, c'est une catastrophe. On change complètement de style et je vous présente 2 lectures que j'ai fait à la suite. 2 petits livres, mais pourtant avec un contenu très particulier. Et je vous parle de Milarepa de Éric Emmanuel Schmitt et de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Ce sont les 2 premiers tomes d'une... Alors, c'est pas une saga parce qu'ils ne se suivent pas vraiment. Enfin, ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, mais ils font partie du cycle de l'invisible d'Éric Emmanuel Schmitt qui comporte beaucoup de livres. Le 3e, c'est Oscar et la Dame Rose, que j'ai déjà lu mais que je vais relire. Dans Milarepa, on va explorer le... Comment dire? C'est très compliqué comme livre. On va parler de... Et je vais vous lire le résumé parce que je suis incapable de résumer ce livre, je peux juste vous donner mon ressenti, donc je lis le résumé. Simon fait chaque nuit le même rêve dont une femme énigmatique lui livre la clé. Il est la réincarnation de l'oncle de Milarepa, le célèbre ermite tibétain du XIe siècle qui vouait à son neveu une haine inexpiable. Pour sortir du cycle des renaissances, Simon doit raconter l'histoire à 2 hommes s'identifiant à eux au point de confondre leur identité à la sienne. Mais où commence le rêve, où finit le réel? Éric Emmanuel Schmitt, dans ce monologue qui est aussi un conte dans l'esprit du bouddhisme tibétain, poursuit son questionnement philosophique. La réalité existe-t-elle en dehors de la perception que l'on en a? C'est donc un conte philosophique que je n'ai pas bien compris. En étant totalement honnête, ça m'a laissé un petit peu perplexe. J'avais beaucoup de mal à comprendre. C'est très court et pourtant, il y a énormément d'informations. Effectivement, on a un personnage qui raconte... Enfin, qui serait une réincarnation et qui raconte l'histoire de son... Comment on dit? Pas de son ancêtre, mais de la personne dont il est la réincarnation. Et des fois, les voix se mêlent, donc le point de vue change, on passe du « il » au « je », et ça m'a un peu perdue, et j'ai un peu de mal, oui, à comprendre cette histoire. Donc, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Je peux pas vous dire. Je pense qu'il faut que je le relise. C'est intéressant d'un point de vue philosophique, d'un point de vue bouddhisme, parce qu'on a effectivement des principes du bouddhisme qui sont expliqués, enfin pas expliqués, mais qui sont représentés, parce qu'il n'y a rien d'expliqué. Mais ouais, compliqué à comprendre, donc il faudra que je le relise, je pense. En revanche, pour Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, j'ai beaucoup plus apprécié parce que je l'ai beaucoup plus compris, mais c'est quelque chose d'un petit peu plus concret. Et ça m'a rappelé un petit peu La vie devant soi de Romain Gary. Alors pas du tout au même point, mais vous allez comprendre, je vais aussi vous lire le résumé. À 13 ans, Momo se retrouve livré à lui-même. Il a un ami, un seul, Monsieur Ibrahim, l'épicier arabe de la rue Bleue. Mais les apparences sont trompeuses, la rue Bleue n'est pas bleue, l'arabe n'est pas arabe, et la vie n'est peut-être pas forcément triste. Ici, donc, on va suivre cette relation intergénérationnelle entre un petit garçon et un épicier. Et c'est une histoire qui est très touchante, qui est très belle. On a une belle relation. C'est assez court, donc on n'a pas vraiment le temps de plonger dans la personnalité de chaque personne. Mais j'ai trouvé que c'était quand même très très bien fait. C'est aussi une exploration philosophique dans un sens pour... on va parler donc de la religion musulmane et de ce qu'elle représente, de comment elle est pratiquée pour Monsieur Ibrahim par exemple. Et c'est une très belle histoire, mais un peu trop courte et pas assez poussée selon moi. Et ça me rappelle quand même beaucoup La vie de son devant soi parce qu'on a encore une relation intergénérationnelle
et un personnage qui s'appelle Momo, donc je vous avoue que j'avais du mal à ne pas faire la comparaison. Mais c'était un livre que j'ai bien aimé et je pense que je continuerai le cycle de l'invisible. Alors Oscar et la Dame Rose, le suivant, c'est sûr, parce que c'est un livre que j'adore. Mais je sais que Eric Emmanuel Schmitt a exploré d'autres croyances, d'autres religions. Donc j'ai quand même envie de faire ce voyage avec lui. Mais c'est des livres qui sont assez particuliers et qui nécessitent une lecture active. On ne peut pas juste les lire comme des histoires, il y a une réflexion à faire, je pense. Je ne peux pas vous dire que je vous les recommande pas, je ne peux pas vous dire que je vous les recommande, mais si ça vous intéresse, lancez-vous. On repasse dans un genre que je connais beaucoup mieux et que j'ai beaucoup moins de mal à commenter et à argumenter. Je vous parle du deuxième tome du Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien. Ici, on a les 2 tours. C'est publié chez Pocket et moi je l'ai écouté en audio parce que c'est des lectures que j'aime énormément faire en audio. Je trouve qu'elles sont très incarnées parce qu'il y a beaucoup de poésie dans l'œuvre de Tolkien. Et ici, on suit toujours notre communauté autour de l'anneau et cette grande quête de Frodon et de... Ah, j'ai perdu son nom! Et de Sam, pardon. Et ici, c'est un petit peu différent que dans le premier parce que on va suivre toujours les mêmes personnages, sauf qu'ils ne sont plus forcément regroupés. Et j'aimais beaucoup cet esprit de groupe qu'on avait dans le premier tome. Mais ici, Frodon et Sam vont se séparer de Aragorn, Legolas et tous les autres. Et on entre vraiment dans une partie beaucoup plus sombre, beaucoup plus dangereuse. On commence à voir les effets très très néfastes de l'anneau sur Frodon. Et c'est une lecture que je trouve passionnante parce que l'univers de Tolkien est incroyable. Il est très très bien développé et vraiment, en plus j'ai vu les films bien avant de lire les livres, donc j'ai aussi les images du film Les 2 tours qui me reviennent en tête et c'est un film magnifique, enfin vraiment, si vous l'avez jamais vu, n'hésitez surtout pas. Et ouais, c'est toujours aussi passionnant, toujours aussi impressionnant parce qu'on a vraiment un univers mais foisonnant. C'est une suite digne du premier tome, on est vraiment dans un univers que j'adore et que j'ai hâte d'explorer encore plus parce que oui, je vais lire le 3e tome mais je pense aussi lire les autres œuvres de Tolkien parce qu'il y en a à foison, il y a de quoi faire. Vraiment chez Tolkien, si vous êtes fan, il y a vraiment de quoi explorer et puis je vous en reparlerai bientôt parce que je vais pas m'arrêter là, c'est sûr. Je vous ai pas fait de résumé du premier tome, mais tout est en barre d'infos comme d'habitude et je me suis permis de pas le faire parce que c'est un livre qui est très très connu. Mais si jamais vous savez pas, n'hésitez surtout pas. Cet été, j'ai également lu Tel que je suis de Elle McNicol, publié chez l'École des loisirs dans la collection Medium. Elle McNicol, je l'avais découvert avec Les étincelles invisibles, dans lequel on suivait un personnage avec un TSA, trouble du spectre autistique. Et l'autrice est elle-même atteinte de TSA, donc c'est très intéressant de lire, c'est un Own Voices, donc c'est vraiment... Elle sait de quoi elle parle, et dans ce livre-là, on aborde également ce thème-là, parce que le personnage principal a un TSA, et on a également un personnage avec un trouble de l'attention. Et je vais vous lire le résumé parce que j'ai un peu de mal, ça commence à remonter, mais c'est un livre que j'ai adoré donc je veux pas dire de bêtises. Cora n'avait aucune envie d'aller à cette fête chez les Hawkins, dans cette maison luxueuse et froide où une pyramide de paquets cadeaux attend le héros du jour. Le héros, c'est Adrien Hawkins, un garçon si spécial qu'il ne va pas à l'école. Cora s'attendait à détester cet Adrien, mais c'est impossible. Adrien est trop drôle, trop charmant, et surtout il est comme elle, inadapté et inclassable. Une amitié lumineuse naît entre eux. Avec son nouvel ami, Cora apprend à se moquer de ceux qui la mettent à l'écart. Mais une ombre plane, celle de Monsieur Hawkins et du mystérieux Institut Grenade, un lieu où, paraît-il, on peut créer le clone digital d'une personne, un hologramme vivant et immortel. Dans ce livre, on aborde certes des personnages, enfin des troubles qu'on peut retrouver chez les personnages, mais on aborde aussi l'intelligence artificielle, le clonage, le fait d'essayer de capturer l'âme de quelqu'un et de la reproduire. Et c'est un thème que je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout à retrouver en littérature jeunesse. Il faut savoir que j'ai acheté ce livre parce que j'avais aimé le précédent de l'autrice, mais je n'avais pas lu le résumé. Donc je ne savais pas qu'on partait dans un côté un peu science-fiction, très léger, hein, c'est très 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 accessible.
mais par contre les thèmes abordés sont hyper intéressants et c'est un livre qui est surprenant parce que tout ne se passe pas forcément très bien. Les personnages sont en danger, les personnages vivent des choses pas faciles alors qu'on est avec, je sais pas, ils doivent avoir 12-13 ans, mais c'est extrêmement bien fait, c'est touchant aussi parce qu'ils ont une amitié comme dans le résumé, enfin comme le résumé le dit, elle est hyper lumineuse et on a vraiment un côté, oui, l'amitié avant tout et ces questionnements sur les hologrammes, sur la reproduction de personnes qui est hyper passionnante et vraiment c'est un livre que je recommande à tout âge. Je pense que pour des ados, enfin des jeunes adolescents, parce que médium je crois que c'est à partir de 10 ans, c'est parfait parce que je pense qu'ils vont adorer le côté un peu inquiétant. Et pour les adultes, ça reste une très très belle représentation et ça reste des questionnements qu'on peut avoir même en tant qu'adulte sur le monde qui change, sur la reproduction sur les intelligences artificielles et sur toutes ces questions-là et je trouve ça vraiment vraiment passionnant. Le seul défaut que je pourrais avoir à reprocher à ce livre, c'est la représentation est très bien parce qu'elle est présente, mais parfois un petit peu trop martelée. Le personnage d'Adrien n'arrête pas de répéter qu'ils sont différents, ils ont tel trouble, ils sont différents. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est pas l'essentiel du livre. Et sans le dire, on remarque très bien les différences. Mais justement, on apprend à... Enfin, on fait abstraction presque de ces troubles-là. C'est pas du tout l'essentiel. On est vraiment sur... Enfin, on pouvait se contenter de cette très très belle amitié. Et donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça a quand même un sens parce que si vous le lisez, vous verrez. Mais c'est un enjeu quand même pour l'Institut Grenade qui cherche à reproduire certaines choses et peut-être pas d'autres. Là, c'est un livre vraiment que je recommande et je lirai les autres livres de l'autrice quand ils paraîtront. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en VO à l'heure actuelle, mais je pense que c'est accessible en VO, donc peut-être tenter quand même. Après, j'adore les éditions enfin l'école des loisirs, parce qu'ils sont vraiment très très jolis. Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit du 2e tome des Chroniques homériques de Alison Germain, publié aux éditions du Chat Noir, et ce tome-là s'intitule L'Ultime Oracle. Dans ce tome, on continue à suivre Louise qui découvre petit à petit tout ce qui entoure le pouvoir qu'elle a obtenu dans le premier tome. Dans le premier tome, elle découvrait qu'elle avait le pouvoir de changer les choses en or, donc le souffle de Midas, Midas étant un mythe, enfin un personnage d'un mythe grec assez connu, qui changeait tout ce qui touchait en or. Et notre chère Louise va découvrir qu'en fait, les mythes qu'elle connaît sont peut-être un petit peu plus réels que ce qu'elle pensait. Et dans ce tome-là, elle va entrer dans une ville qui s'appelle Estiapolis, qui est censée la protéger. Et elle va découvrir un petit peu tout cet univers. J'ai beaucoup aimé ce tome. De toute façon, j'aime vraiment l'écriture d'Alison Germain parce que je la trouve assez drôle et en même temps pleine de rebondissements et pleine d'enjeux et pleine de dangers. Et c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. J'ai énormément aimé ce tome par rapport au premier, peut-être même un peu plus, parce que le personnage est un peu moins agaçant. J'avais reproché à Louise d'être un peu immature et un peu trop adolescente, alors qu'elle est un peu plus âgée, elle est à l'université. Et j'ai énormément aimé parce qu'on a des passages qui ne sont pas sous son point de vue, ils sont sous le point de vue de la Pitty. Et je ne vous en dis pas plus parce que la Pitty, c'est un personnage à découvrir qui est vraiment incroyable. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. J'étais complètement emportée dans l'histoire, ça se lit très vite, c'est très addictif. Et il y a eu quelque chose qui m'a mis les larmes aux yeux quand même. Donc chapeau Alison Germain, parce que je m'attendais pas à être émue comme ça dans ce livre-là. On découvre vraiment les personnages d'autres personnages et on apprend à les connaître et j'ai trouvé qu'ils étaient très 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 bien développés de plus en plus. Et oui, ce livre est encore plus complet que le premier, il y a beaucoup d'enjeux qui se mettent en place et ça m'intrigue beaucoup pour la suite. J'ai très très hâte de lire la suite que j'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge parce que je pense que je vais finir cette saga. Le seul défaut que j'aurais à reprocher, c'est que on a un personnage qui est beaucoup moins présent que dans le premier tome. Angus, le gardien de Louise, il est pas là
et enfin il est ailleurs pour des raisons que vous découvrirez, mais du coup c'est vrai que j'aimais beaucoup la dynamique entre ces deux personnages et qu'on la perd un petit peu. Donc j'espère qu'on la retrouvera dans le troisième tome, mais en tout cas, si vous ne connaissez pas mais que vous aimez les mythes grecs, les livres young adultes avec un petit peu de romance, mais c'est vraiment pas l'essentiel, et beaucoup de rebondissements, je vous recommande grandement cette saga parce que c'est une très très belle découverte. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours énormément plaisir. On avance petit à petit, on a dépassé les 400 et je vois que vous continuez de me suivre et d'arriver. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants et merci à ceux qui sont encore là. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez lu cet été, s'il y a eu des belles découvertes ou des déceptions, ou si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous font envie ou que vous avez déjà lu et que vous voulez partager votre avis. Si vous êtes trop timide pour commenter ou que vous n'avez tout simplement rien à dire mais que vous voulez quand même me montrer que vous êtes passé par là, n'hésitez pas à laisser un anneau dans les commentaires en hommage au Seigneur des Anneaux. Je saurai que vous êtes arrivé jusqu'ici. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!